Aurélien Conro est administrateur ministériel des données, code et algorithmes, et non pas l'inverse, du ministère de la Culture. Je sais pas si l'inversion a son importance, mais en tout cas, c'est cela. Et donc, qui, si je ne m'abuse, une fonction qui a été créée dans chaque ministère récemment en 2021. Tu es conservateur du patrimoine et tu as exercé dans différents types de structures, pour le coup très variées. D'abord, me semble-t-il, à la Gendarmerie nationale, au sein du ministère de la Défense, puis ensuite à la BNF, Bibliothèque nationale de France, chez L'Oréal, donc groupe entreprise privée, et puis service interministériel des Archives de France. Donc chaque fois des cultures d'administration ou d'entreprises très fortes et très variées, des cultures qui j'imagine rentrent encore dont il faut tenir compte aussi en tant qu'administrateur des données du ministère. Et donc tu vas nous parler de l'administration des données pour les rendre opérationnelles. Et donc tu as comme Mariacha du temps, si tu le souhaites, plus que 20 minutes pour présenter cela. Merci. Et je vais tricher un peu, parce que tout à l'heure on n'a pas triché lors de la tombola, mais en fait, moi je ne vais pas vous parler de données archivistiques. Parce que les données archivistiques, pour moi, c'est un kayak sur la Loire. Je vais vous sélectionner dans une espèce de plus grande gabarre sur l'ensemble des données pour élargir un peu cette notion de visualisation et revenir en fait à une question qui est la question de l'utilisation des données. Voilà, qui est un vrai sujet important. Et je suis très content d'être là et je vous remercie de toute l'organisation. D'habitude, les journées d'études d'archivistes, c'est plein de gens dépressifs qui racontent qu'ils ont commencé leur carrière dans des caves à traiter des fonds poussiéreux debout et qui disent « Ah, je suis content, j'ai réussi ma vie, maintenant j'ai une table dans un bureau avec une fenêtre. » Ah, vous aussi, vous avez été dans celle-ci, d'accord. Voilà. Là, avec la visualisation, on est sur un vrai sujet qui mériterait d'ailleurs plusieurs définitions approfondies parce qu'en fait, il y a plusieurs choses différentes. Mais on est sur un sujet vraiment opérationnel. Donc quand vous m'avez contacté, j'ai dit mais je suis plus archiviste. On dit c'est pas grave, t'es prêt à te lever à 6h du matin, donc c'est bon. Et je m'occupe plus de données dans des SIR, on m'a dit que si je mettais un badge, ça allait aussi. Et donc je suis là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire administrer les données? Je suis pas trop sûr. Les rendre opérationnels, par contre, c'est un sujet très concret et qui est la fin en soi. Tout le reste, et notamment la visualisation, c'est un moyen pour obtenir ce résultat. Voilà, donc c'est le message que je vais essayer de vous faire passer, de marteler de toutes les manières possibles. On va essayer d'une manière pédagogique et peut-être de présenter d'abord les données culturelles. Et puis je vais essayer de faire un peu la différence à chaque fois entre ce que je peux faire dans mes fonctions actuelles ou qu'est-ce que c'est les fonctions d'administration des données, quelles que soient les personnes qui exercent ça dans un ministère par rapport au rôle d'archiviste dans une institution. Une espèce de petite comparaison entre ce que fait un AMDAC et puis ce qu'on peut demander à un archiviste. Et puis arriver surtout aux usages de la donnée et pourquoi visualiser avec des exemples concrets sur l'outil de tableau de bord du ministère et puis l'outil d'Open Data. Alors, les données culturelles, c'est une masse considérable. Alors, il y a une première partie, une première lecture au ministère de la Culture, qui est la lecture la plus simple, c'est de dire, vous avez des secteurs d'activité, les musées, les archives, la délégation à la langue française de France, la recherche, les arts visuels, et tout ça, ça produit des données. Et les données, c'est une définition claire, ce sont des informations interprétables par des machines. Donc un document, si c'est un document stocké sur un serveur, c'est pas vraiment un ensemble de données. Si vous avez par contre une base de données requêtable ou des documents que votre organisation informatique et humaine vous permet de récupérer en fonction de vos besoins pour répondre à une question, là on parle de données. Donc ça c'est la première réponse, la richesse de données par secteur, sauf qu'en fait, entre bibliothèque et archives, d'ailleurs, même si on a des prix pour chacun des mémoires, il y a énormément de points communs. D'abord parce que les manuscrits, il y en a des deux côtés, des cartes, il y en a des deux côtés, et puis de l'OCR, finalement, sur un document, une fois que c'est fait sur un document manuscrit ou un document imprimé, c'est de l'OCR, et la seule question, c'est de savoir s'il est bon ou pas. Des documents visuels, il y en a dans les musées, il y en a à l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel,
Il y en a dans les bibliothèques, voilà. La 3D, dont on n'a pas beaucoup parlé en termes de visualisation, mais c'est un enjeu encore aussi, il y en a un peu partout. Donc en fait, en termes de données, cette répartition par secteur, elle n'est pas très intéressante. Elle est jolie, elle sert à justifier le fait que les gens collaborent assez peu et développent des politiques par secteur, mais c'est pas un point de vue numérique. Donc, il y a une répartition qui est beaucoup plus intéressante. Puis celle-là, c'est moi qui l'ai faite. Alors, je suis content je suis davantage content que la précédente. Elle est beaucoup plus simple, hein, parce que forcément, j'avais beaucoup moins d'idées. C'est de dire, il y a des paquets qui ont des caractéristiques communes en tant qu'objet informatique. Il y a les données de gestion, tout ce qui est données financières, et ça, même si vous avez 10 applications de gestion, c'est à peu près les mêmes modèles, on peut les croiser, on peut en faire les mêmes usages. Les données d'offres, des usages, tout ce qui est statistique, billetterie. Vous avez un paquet sur les données de référence, que ce soit les annuaires informatiques ou des questions beaucoup plus scientifiques, des ontologies, sur comment on décrit des images. Et puis il y a un gros paquet qui là est un peu spécifique au ministère de la Culture. Effectivement, c'est tous les contenus culturels numérisés ou numériques et toutes les métadonnées qui décrivent tout ce qui est catalogue, inventaire, enfin tout ce qui décrit l'ensemble des objets culturels, de la cathédrale à la petite cuillère, de la pratique artistique au menhir qu'elle a depuis 5000 ans. Voilà. Mais tout ça, c'est des données. Et alors, quand je suis arrivé en 2021 sur ce poste d'administrateur ministériel des données qui avait été créé, j'ai cherché, et pendant un an, j'ai rencontré absolument personne qui avait rencontré la donnée culturelle avec tout ce paquet-là. Chacun est dans son secteur, et c'est bien normal, parce qu'on n'a qu'une vie, certes que 24 heures. Donc il y a les spécialistes des données de gestion, il y a les spécialistes des catalogues, mais personne ne connaît la donnée culturelle. Voilà. Et pourtant, c'est assez intéressant d'essayer de faire des croisements, de les mutualiser, de réussir à poser des questions. Pourquoi ? Parce que la donnée, en tant que chose qu'on peut manipuler informatique, c'est intéressant si elle fournit une information. C'est un peu la différence entre la statistique, la statistique, c'est la donnée brute, et puis l'indicateur, c'est la donnée qualifiée. Donc l'information, c'est le niveau supérieur. Si l'information, elle apporte une connaissance, elle permet de comprendre quelque chose, et puis après, ce qui est vraiment intéressant, et très clairement, on n'en est pas encore là, côté ministère de la Culture, c'est est-ce qu'on arrive à déterminer, à partir de ces informations, de ces connaissances, ce qu'on devrait faire. Est-ce qu'on arrive à dire, ce que je fais, c'est bien, mais je veux faire mieux, donc il faut que j'aille dans cette direction-là, et je sais pourquoi. Là, je le fais au doigt mouillé. Voilà. Donc ça, c'est une pyramide assez classique. Bon, maintenant, le ministère de la Culture. Alors, vous dites, un ministère, c'est une grande machine qui marche monobloc. Ah, tout à fait. Et c'est aussi pour ça que le côté administration des données, c'est très différent du côté archivistique. C'est que vous avez d'un côté l'administration centrale. L'administration centrale, c'est un certain nombre de services un peu en silo qui font du pilotage des établissements publics et qui rédigent des politiques. Donc là, vous avez le côté service des archives, service du livre et des lectures, service des musées de France, l'archéologie, le spectacle vivant, enfin, il y en a une trentaine. Et puis, il y a un service du numérique. Ça, c'est peut-être moins intéressant, c'est vraiment pour dire qu'il y a plein de gens différents qui s'occupent de la donnée. Il y a un service du numérique qui du coup a une vocation transverse et qui du coup est au sein d'un grand ensemble qui est le secrétariat général. Les secrétariats généraux, c'est les choses qui font un truc transverse. Voilà. Mais en fait, ça c'est que l'administration centrale. Il y a une énorme partie de la donnée culturelle, notamment tout ce qui est le financement ou la collecte d'informations, qui est fait au niveau des DRAC, des directions régionales. Voilà. Alors déjà, en termes archivistiques, une DRAC, c'est censé dépendre d'un département. C'est censé s'occuper d'une région et dépendre d'un service d'archives départemental. Il n'y a rien qui va dans cette histoire. D'autant plus, si on dit que les DRAC, elles n'ont pas des dossiers papier, mais elles alimentent des bases de données nationales ou qu'elles font remonter la donnée au niveau national. Déjà, la première étape dans la constitution de la donnée, c'est que le comité interministériel des archives de France, qui est l'organe transverse culture et affaires étrangères et défense en 2017-18. Je suis revenu au SIAF entre 2016 et 2019, et c'était pas très longtemps après, a décidé, bon, s'il y a des bases nationales, on ne dispatche pas la donnée
entre 100 services d'archives départementales. Il y a une valeur à avoir de la donnée globale et à pouvoir l'attaquer de manière nationale. Même si, c'est important, même si l'usage il est potentiellement hyper local. Typiquement le cadastre. Le cadastre, l'intérêt il est local, il est dans les services d'archives. Pourtant, la matrice cadastrale, elle est produite par Bercy en tant qu'une immense base nationale où tous les changements de propriétaires sont signalés dans cette base. Bon, alors il y a une dizaine d'années, le CIAF s'était dit, bon, on collecte la base et on la découpe en 100 et on le renvoie dans les départements. À votre avis, est-ce que ça a marché? Non. C'est une bonne idée pour la consultation, c'était pas une bonne idée pour la manipulation des données. Donc ce qui a été décidé en doctrine, c'est de dire on collecte au niveau national les bases nationales, ce sera archivé aux archives nationales, et après, c'est un problème interne de communication, de diffusion, que ce soit de la visualisation ou l'association des outils, il faut trouver un moyen de faire que ces données elles arrivent devant l'utilisateur en local. Voilà. Mais donc cette relation entre le national et les services déconcentrés, c'est quelque chose déjà où ma logique elle n'est pas du tout archivistique. Et puis après, il y a 80 opérateurs culturels qui sont des établissements publics à caractère administratif, à caractère industriel et commercial, un certain nombre de services à compétences nationales. Alors je vous ai mis la liste dans le PowerPoint, qui sont en fait les gens qui font les vrais trucs en fait. Ils sont pas en train d'écrire des notes toute la journée ou de faire du pilotage. Ils numérisent des collections, ils les mettent à disposition, ils reçoivent du public, voilà. Et ceux-là, ils ont tous leur personnalité juridique, donc en termes d'archivage, ils ont tous soit un service d'archives, soit ils sont en relation avec le service d'archives correspondant, et puis ils l'alimentent. Bref. Mais en termes de données, on peut vouloir utiliser les données qu'ils produisent pour répondre à des questions globales. Et puis après, ça c'est un jeu de données qui est sur la plateforme de données ouvertes data.culture.gouv.fr qu'on verra tout à l'heure. Il y a le secteur culturel, c'est 80 000 établissements. Ça va des librairies aux sites patrimoniaux remarquables, aux menhirs qui sont tout seuls dans la campagne, aux scènes de spectacles vivants privés, enfin c'est tout un tas de choses sur lesquelles le ministère en tant qu'institution a aucune prise, soit parce que ça dépend de structures privées, soit des collectivités territoriales. Et pourtant tout ça, ça produit la donnée qu'on collecte de manière réglementaire ou statistique et qui va être intéressant pour évaluer l'intérêt, l'évolution, les besoins du secteur culturel et pour déterminer la politique du ministère. Voilà. Donc c'est très différent. Vous voyez, le point de vue sur la collecte des données, il est très différent d'un archiviste qui est plutôt basé sur un producteur. Alors, le rôle d'administrateur ministériel des données algorithmes et code source, qu'est-ce que c'est? Alors, je vous ai mis ma fiche de poste en 2021, je vous ai mis les 3 grands blocs en haut, et puis j'ai fait en préparation de cette journée un espèce de petit exercice voilà, en disant tout ce qui est typique et pas archivistique, je vous le mets en bleu, et tout ce qui est, à la limite, tout ce qui pourrait être complètement dans une feuille de route ou dans une fiche de poste archivistique, je vous le mets en jaune. Voilà. Alors ça a été fait rapidement, hein, venez pas me chercher sur les détails, mais ça donne un peu une idée de pourquoi, quels sont les points de similarité et de ressemblance. Alors déjà, il y a le côté conception et mise en œuvre d'une politique, où en fait le but du jeu de l'administration de la donnée dans un ministère ou dans un établissement, c'est de créer une politique, de trouver des usages. C'est pas un rôle de collecte et ensuite d'utilisation ou de témoignage d'actes engageants, au sens records management du terme, ou au sens mémoire historique, c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec. C'est un rôle très opérationnel. Il y a des questions d'ouverture et de circulation des données avec un rôle actif parce que c'est la circulation de la donnée culturelle, ça peut permettre de créer des services, de créer de la valeur, de la valeur économique. Voilà. Et puis il y a une question de participation à la mise en œuvre de cette politique. Donc d'un certain côté, c'est un rôle métier et pas un rôle support ou d'expert comme l'archivistique. Il y a tout le pôle identification, structuration, valorisation et ouverture des données.
où très clairement, il y a une logique d'identification de données prioritaires, c'est-à-dire celles qui sont ont plus de valeur immédiate et une logique de monter l'escalier marche à marche, alors que mais l'archiviste, je dirais, va être responsable de l'ensemble des informations produites. Et puis sur le côté exploitation et valorisation des données, il y a une culture de la donnée et toute une veille juridique, alors qui se fait aussi côté archivistique, mais qui n'est pas du tout sur les mêmes objets. Autant côté SIAF, je travaille sur le côté code du patrimoine, autant côté MDAX, c'est le côté règlement européen sur l'IA, loi Le Maire, loi Walter, sur l'ouverture des données, la circulation. Et puis il y a quelque chose qui est assez génial, c'est qu'en fait moi j'ai le droit de faire des expérimentations, parce qu'en fait on peut tester tout un tas de choses sur la donnée. Si ça apporte une valeur, c'est super. Si ça marche pas, si ça répond à aucune question, bon bah c'est pas grave quoi. Dans les compétences attendues, par contre, là vous voyez il y a beaucoup plus de jaunes. Les points en bleu, c'est les enjeux métiers sont un peu différents, le droit est un peu différent. Sinon, tout le reste, honnêtement, c'est des compétences qui sont des compétences archivistiques, transverses, ou de cadre en général. Hein. C'est des compétences de management. Voilà. Et puis, juste un tout petit excursus pour dire que les postes d'administration des données, en fait, dans les ministères aujourd'hui, c'est les données, les algorithmes et le code. Donc aujourd'hui, les algos, côté ministère de la Culture, c'est beaucoup l'intelligence artificielle, et puis le code, il y a les bonnes pratiques de code et d'ouverture des codes, mais c'est un peu plus mineur, mais c'est pas, c'est un espèce de paquet qui n'est pas juste la donnée, qui est l'environnement numérique de production. Alors, voilà. Et le point 4, les usages, c'est le point le plus crucial peut-être, parce que si vous arrivez dans un ministère et que vous dites on va traiter les données, on va vous dire vous avez des tableurs Excel, et on va vous amener à passer à des outils de data vise avancés, vous dire j'ai pas les compétences, j'ai pas les ressources. Donc en fait, si vous voulez dire voilà, je veux passer du producteur à l'utilisateur, proprio tout, ça marche pas. Donc comment l'histoire elle commence où? Elle commence par la fin. Et la fin, c'est les usages des données. Alors il y en a 3. C'est effectivement soit vous avez à diffuser des données parce que c'est réglementaire, soit vous avez des besoins d'analyse de données parce que vous avez à répondre à une question de votre institution, soit effectivement vous voulez faire de la data visualisation parce que vous avez besoin de faire du pilotage. Voilà. Donc déjà, pour moi, dans mon approche, la data vise, c'est du pilotage, de la compréhension des enjeux. Et pourquoi? Parce qu'en fait, si vous avez un tableur Excel avec 5000 lignes, en fait, il n'est pas compréhensible pour un humain, il n'est pas interprétable, il n'est pas lisible, et plus vous montez dans la hiérarchie, moins la capacité d'interprétation, on va dire ça comme ça de manière diplomatique, c'est pas enregistré la séance, moins elle est élevée. Donc, plus il faut simplifier. Une note ministre, c'est 2 pages, donc en fait, vous avez 2 exemples. Vous n'avez pas un tableur Excel avec 50 pages. D'où le côté datavise, en fait. Le côté datavise, c'est faire comprendre. Et avec ces usages, une fois que vous avez dit je veux que la donnée serve à quelque chose, oui, on va créer toute la chaîne en amont en disant je veux montrer quelque chose, qu'est-ce que j'ai comme donnée qui me permet d'attaquer la question, quel est et ensuite, est-ce que je peux l'industrialiser? Parce que le terme qu'on n'a pas, on a beaucoup parlé d'expérimentation, mais en fait, l'objectif pour moi, c'est d'industrialiser, que ce soit fait de manière aussi automatique, même si ça coûte de l'argent. Voilà. Parce que potentiellement, ça apporte des choses. Voilà. Donc, quels sont les traitements à faire pour la nettoyer, autant possible, écrire des scripts qui permettent de le faire, ou alors demander au métier de dire vous avez des données RH, vous voulez un tableau de bord RH, vous avez dans vos tableaux de bord RH des choses que vous voulez faire manuellement, parce que vous voulez sortir les alternants, parce que les alternants sont hors budget, vous voulez sortir un certain nombre de gens qui sont casés dans l'organigramme, parce que ce sont des cas problématiques, donc vous savez que vous avez 20 personnes qui sont pas mis dans un endroit, parce que budgétairement,
scientifiquement c'est intéressant, mais parce qu'il fallait les mettre quelque part, donc on va les sortir chaque mois pour que ce soit représentatif, le résultat final. Bon, ça, ils le font à la main, parce qu'ils ne veulent pas le scripter, ils ne peuvent pas le scripter, ils le font à la main, mais ils sont engagés à, d'un certain côté, le faire tous les mois pour que la donnée soit alimentée tous les mois. Après, il y a les questions de stockage et de conservation, et plus on est sur des bases transverses, plus on peut sécuriser, plus on peut avoir des choses qui peuvent être attaquées par non pas une personne, parce que c'est sur un ordinateur individuel, mais dans un data lake ou dans un équivalent, où finalement toutes les applications qui auront besoin de cette donnée-là pourront se servir de cette donnée. Et cette zone, elle va aussi disposer des connecteurs, des API qui permettront d'utiliser bien la donnée. Et aussi, surtout, plus on va pouvoir opérer les questions de transformation de données. J'ai par exemple des données RH encore, où j'ai des données budgétaires brutes, je vais les agréger pour me donner par exemple le total des salaires de l'ensemble des encadrants du ministère, ou sortir les 10 plus hauts salaires du ministère parce que j'ai un indicateur là-dessus. Et ça, ce sera fait de manière automatique, où je vais faire des croisements sur ma donnée qui vont enrichir ou compléter, peut-être doubler ou tripler mon nombre de colonnes, mais ça va être fait de manière automatisée et pas manuellement, parce que à un moment donné c'est possible. Et puis je pourrais croiser mes données. L'exemple systématique là-dedans, c'est de dire, par exemple pour la demande de subvention du ministère, quelqu'un demande une subvention, il a un identifiant dans une des bases du ministère. À partir de l'identifiant, on récupère toutes les informations qui vont bien, sans qu'il y ait besoin de saisie manuelle. Le nom des régions en saisie manuelle, avec les tirets, avec les majuscules, les minuscules, c'est une catastrophe. Voilà, si vous les récupérez automatiquement, pouf, on peut récupérer la donnée propre, et après on peut l'afficher correctement. Avec PACA, toutes les données de la région PACA en un seul paquet, au lieu d'en avoir 3 ou 4 différentes. Et puis les croiser avec des données de population, de ruralité. On réfléchit à des croisements de données de l'IGN sur la forêt, pourquoi pas les croiser avec les établissements culturels qui ont un parc forestier plutôt planté de chênes que de marronniers ou de hêtres, pour des calculs d'empreinte carbone ou de résilience au changement climatique. Après, une fois qu'on peut faire ces croisements de données, il y a des limites humaines, des limites financières pour faire des connecteurs, mais l'imagination, elle n'a plus vraiment de limite. Bon, après, ouais, ça c'est le point, effectivement, qui est la marge des données. Au départ, on a des données qui peuvent être sous forme de PDF, et puis il y a une marge technique, hein, il y a une question sur les formats. Le truc de base, c'est ensuite le CSV ou le tableur Excel. Le CSV, c'est un peu mieux, parce que généralement, il y a un travail de structuration qui se fait. Et puis, plus on peut avancer vers des données utilisables, associables, plus alors, mais en fonction de l'usage, c'est vraiment l'usage qui va déterminer ce qu'on veut comme données et comment on va le visualiser. Par exemple, la Joconde, si je veux juste la visualiser sur un tableau de type POP, une base de données réglementaire, qui est là pour dire est-ce que normalement l'ensemble des œuvres d'art, une base, catalogue de l'ensemble des œuvres d'art de France, la base définition, ça me va très bien. Si je veux avoir une API 3IF qui m'analyse un certain nombre d'éléments, voilà, il faut peut-être que j'ai en ligne une 3IF qui tape dans de l'image en haute définition. Et actuellement, soit on a image d'art de la RMNGP qui n'a pas de la bonne définition, soit on a le portail du Louvre qui va jusqu'à une définition 1500 dpi, je crois, sur la plus grande largeur, soit il faut taper dans Wikipédia. Voilà. Donc après, on a des choix en fonction de ce qu'on veut. Alors, sur les questions de visualisation, il y a une plateforme de données ouvertes côté ministère de la Culture qui est dataculture.gouv.fr. Pourquoi ? Parce que datagouv.fr, qui est la plateforme nationale, au départ, c'est la plateforme collective de l'État, mais du coup, la plateforme collective de l'État, ça met plein de choses, ça met tout un tas de ministères, tout un tas de sujets ensemble, et puis, donc c'est pas facile de s'y retrouver quand on a un angle d'approche.
Et puis, ça permet de creuser des données, donc ça c'est génial. Et puis, ça avait au départ le problème que vous voyez en bas à droite, il y avait une espèce de contextualisation, de définition des jeux de données, mais après, on était sur du CSV, sur de la donnée brute, qui était pas forcément très intéressante. Il fallait la reprendre pour en faire quelque chose. Par exemple, vous avez là un jeu de données, les valeurs foncières, qui a été repris par un acteur privé, qui l'a remis sur une carte, et là, pouf, vous voyez les données des notaires et des ventes qui sont utilisables. Vous pouvez faire ça dans votre quartier. Tout de suite, ça dit quelque chose. Vous pouvez vous promener avec votre téléphone en disant où est-ce que je veux acheter, combien ça va me coûter. Voilà. Là, il y a un intérêt. Dataculture.gouv, l'idée c'était de visualiser en organisant, parce que le plan de classement finalement est une visualisation dans notre logique, avec un espèce de mini plan de classement. Là vous voyez les petites icônes, finalement c'est les différents secteurs du ministère, et puis un autre, c'est pas les plans de classement, c'est des filtres, les dernières modifs, les jeux de données populaires et les réutilisations. Et ça permettait de faire de la visualisation sur une carte. Pourquoi? Et là, par une transition pas très habile, je vais vous montrer la différence entre le site officiel du ministère et Dataculture. Voilà, on a le grand reproche qu'on fait au ministère de la Culture, c'est on finance que des trucs à Paris. Voilà. Et tout l'argent de la culture va à Paris, tout ça, les provinces sont sacrifiées. Pour répondre à ça, notamment, il y a un label qui a été créé, c'est les expositions de très haut niveau de qualité qui sont en dehors de Paris. C'est le label d'exposition d'intérêt national. Et chaque année, on a des collègues au service des musées de France qui justifient que c'est hyper intéressant comme label, pourquoi, il y a des structures, qu'est-ce que ça fait, ça a des qualités scientifiques, voilà. Et qui disent, voilà, qui justifient par un texte, un communiqué de presse que... On voit pas ton écran en fait, tu me permets... On voit pas mon écran. Ah bah oui, c'est dans ce cas-là, c'est pas... Alors on va faire de la data vise. Hop, on va remettre... Voilà, donc le site sur culture.gouv.fr, c'est du texte. Bon, donc c'est du texte, vous lisez pas, mais en fait ça intéresse personne. Non mais c'est... alors par contre, il faut que je repasse pour le moins peut-être les euros. Tu vas passer sur notre écran? Non, je voulais passer sur l'autre onglet en fait. Alors, si je suis sur le moins, à côté. ouais. Non, c'est bon, on est... Voilà. Je vous fais le même pitch en disant on met de l'argent, on attribue on a des expositions qui ne sont pas à Paris, qui sont très bien, et je vous mets une carte. Et là, vous les voyez. Et puis ce qui est génial, c'est qu'en plus, c'est triable par année, mais vous pouvez dire, voilà. Et vous pouvez dire, voilà, j'habite là, oui, il y a eu des expositions de très haut niveau qui ont été faites près de chez moi. Et puis je peux même le promener sur la carte et dire, finalement, j'habite très loin de Paris, c'est pas un sujet. Vous habitez à La Réunion, et bien à La Réunion, il y a aussi eu des expositions de très haut niveau de qualité, et je peux vous le montrer, je peux vous dire quand, voilà. Voilà à quoi ça sert la data vise, à répondre à une question que le texte ne peut pas résoudre en fait. Voilà, c'est pareil, les données des conventions de subvention.
chaque fois qu'il y a une subvention publique, il y a un décret il y a quelques années, c'est de la donnée publique, il y a même un décret il y a quelques années qui a précisé les champs qui doivent être publiés en open data. Bon, mais une fois qu'on vous a mis, alors là sur dataculture.gouv, vous aurez toute la liste des subventions à la presse, à l'action territoriale, il y a mais c'est des tableurs Excel sans véritablement de visualisation. Mais bon, la donnée elle est ouverte parce que c'est une question de transparence publique. En termes là cette fois sur un outil interne. Sur Chrome, mais changer d'onglet. Donc c'est Peter Boyle, c'est sympa. La machine est cordée. Il faudrait baisser le truc. Ah. Non, c'est parti. Je vais ouvrir là. Voilà. Donc, ça c'est l'outil de visualisation interne du ministère de l'Agriculture. Ce n'est pas disponible sur Internet, c'est disponible c'est un service cloud, mais qui est disponible que pour les agents du ministère pour l'instant. Parce que la data vis, c'est aussi une question de progrès possible. Les subventions, on les a dans un tableau de bord qu'on a construit au départ qui s'appelle les subventions. Ça s'appelle financement maintenant parce qu'on a étendu ça. On peut voir en fait et manipuler toutes les données de subvention qu'on a dans finalement ces tableurs Excel. Voilà. Et je ne vais pas vous faire le pitch de tous les filtres de l'outil, vous voyez qu'il y en a des catégories, mais pour poursuivre un peu le sujet sur la data vis, ça permet de répondre à des questions. Il y a une grande question outre qu'est-ce qu'on donne hors de Paris. Est-ce que le ministère de la Culture, est-ce que l'action culturelle, c'est une action publique des villes? C'est une vraie question, quoi. Aujourd'hui, on lance des programmes, printemps de la ruralité, des choses comme ça, mais est-ce que finalement, c'est que pour les citoyens des villes? Bon, bah, là, il y a 2 semaines, on a commencé à apporter une petite question en disant, voilà, on a récupéré des données des MH, ça c'est des subventions, et puis on les a croisées avec d'autres données de l'INSEE et des tableurs de population notamment. Je vais faire nationalement, ce sera plus intéressant. Et on a mis notamment les filtres ruraux. Donc, mon périmètre observatoire des MH, ça me dit où sont tous les financements où sont toutes les entreprises qui contribuent en fait à la restauration des monuments historiques. C'est-à-dire l'argent qu'on donne quand on restaure un monument, où est-ce qu'il va? Ouais. Donc là, j'ai mis les communes rurales. Donc là, vous avez tous les financements MH, tous les sièges d'entreprise qui vont dans les communes rurales. Si on veut, par exemple, Pays de la Loire, si on est interrogé par le préfet de la Loire en disant dans la région où va l'argent des MH qui va dans la petite commune, et bien, la data vis, ça permet de dire, avec une sélection d'indicateurs déjà qui sont négociés avec les métiers, ça permet de répondre à la question. En 2023, voilà. Depuis qu'on a récupéré les données, c'est en 2019, on a 32 millions d'euros qui vont pour de la gestion MH à des entreprises qui sont dans des communes de, je crois que c'est moins de, je ne sais pas quelle est la définition de la zone rurale en fait,
de moins de X milliers d'habitants, et je peux vous les montrer, je peux vous dire lesquels, et là on peut ressortir la liste et le jeu de données brut en tableur Excel. Ça c'est intéressant parce que ça permet de répondre à une question politique en fait. Donc en fait la data vise, c'est d'une part mettre des données, mais c'est surtout définir un certain nombre de questions auxquelles on veut répondre, questions scientifiques, parce que tout n'est pas que politique, c'est un tableau de bord de pilotage. Mais voilà, qu'est-ce que je cherche, et une fois que j'ai monté ces premières marques, que j'ai répondu à une question, souvent en fait ce qui est génial avec ce truc-là, c'est que ça permet de poser d'autres questions, d'avoir d'autres idées, en disant si on associe un autre bout de données, est-ce qu'on arrive à aller plus loin? Par exemple, les données de subvention au départ, c'était un pilotage pour la secrétaire générale adjointe, qui disait je veux savoir où va l'argent et combien on a consommé de crédit. Bon. Donc on avait mis que le niveau national et ensuite on s'était arrêté au niveau départemental. On a présenté ça au DRAC, au directeur régional des affaires culturelles, qui m'ont dit oui, ça c'est trop gros pour nous, l'échelon départemental. Notre rayon d'action vraiment, c'est la commune ou c'est le PCI, l'établissement public de coopération, le groupement de communes. Bon, bah, on a retravaillé nos données, on a rajouté un filtre région, département et PCI, et puis tout d'un coup, pouf, on a un instrument qui est utilisable à la fois tout en haut à Paris et sur le terrain avec des petits exports. Voilà, le DRAC, si vous savoir combien il a de montant engagé, peut-être pas d'ailleurs que sur la zone rurale, en montant historique, il peut. Voilà. Il a son montant sur les 4 dernières années, il fait son export pour son préfet, et puis il peut aller raconter son histoire au préfet pour aller dire que le ministère de la Culture fait bien son travail, mais qu'il faut peut-être aller mobiliser les collectivités locales pour égaler ce nombre, pour. Voilà, donc il y a un côté incitatif. Ouais, et ce qui est intéressant, c'est que la data vise, c'est interactif, alors que le tableur Excel, il faut être un vrai spécialiste de la donnée, ça demande des compétences de statisticien que j'ai pas, que je sais pas si vous avez, mais c'est un vrai sujet, quoi. Là, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui est à peu près à mettre entre toutes les mains, et pourtant. Si je roule. Et puis on peut le faire plusieurs. La data vise aussi, selon ce qui marche, on peut le faire par carte, c'est la même donnée. On peut le faire par histogramme, on peut le faire avec des histogrammes par habitant ou par. Voilà, c'est juste un paramètre. Une fois que la donnée est disponible, en fait, c'est une négociation avec le métier, mais c'est un choix parmi des modules. Alors ça c'est un outil payant, mais en fait c'est des petites questions, par exemple, parce que ça, par exemple, c'est la dotation par habitant en euros pour les DRAC. Vous allez me dire, bon, il y a quelques anomalies parce qu'on a dû payer quelques gros projets à Saint-Pierre-et-Miquelon cette année-là, mais par exemple, pourquoi est-ce que la Corse est aussi bas que ça, et 2 fois plus bas que le début de l'échelle? Est-ce qu'on n'aime pas les Corses au ministère de la Culture? Ça, c'est une vraie question politique. Voilà. Bon. Mais en fait, la data vise, ça permet de montrer les choses, ça permet pas complètement de raconter des histoires sans expertise, parce qu'en l'occurrence, les compétences culturelles, il y a une partie qui ont été déconcentrées aux assemblées de Corse. Donc en fait, les crédits qui devraient être affichés là, en fait, ils sont donnés au territoire corse sans passer par le ministère de la Culture. Donc la data vise, c'est bien, à condition d'avoir une certaine qualité de données, donc ça oblige aussi à monter la donnée en qualité, et puis ça, des fois, ça demande un spécialiste pour y répondre. C'est pas forcément à laisser entre toutes les mains. D'ailleurs, ces tableaux sont ni pour l'instant accessibles au public, ni à tous les départements, pour certains, du ministère, et pire encore, ils sont pas accessibles au cabinet. Voilà. Voilà, c'est un peu le point que je voulais faire sur le côté data vise. Après, ça c'est le côté. Je crois que c'était au cas où la démonstration ne marcherait pas. Voilà. Le point que je voulais inciter, c'est qu'effectivement, c'est les côtés techniques, les outils, c'est des choses sur lesquelles il faut tester des choses. Mais en fait,
le point important, c'est de savoir, je touche plus à rien, sinon je serais plus réinvité, c'est de savoir à quelles questions on veut répondre, parce que si vous n'avez pas de questions, c'est pas forcément un plus en fait pour un projet qui a un avenir. Et dans les résultats de l'étude que vous avez présenté ce matin, j'ai l'impression que malgré vos différentes catégories d'usage, il y avait certainement pour toutes les collectivités qui ont fait de la visualisation soit de contenu archivistique, soit de données, ça correspondait à une attente, ou du moins ça correspondait à un projet certainement dans chaque cas, et que c'était ça en fait le facteur unifiant de cette visualisation, soit des contenus, soit de la donnée, c'était finalement, ça sert à quelque chose, quoi. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation qui était très complète et sur tous les types de visualisation finalement qu'on peut avoir au ministère pour la gouvernance, pour le grand public. J'avais une première question à te poser, c'était sur, tu disais il faut poser une question, pour que la visualisation ressorte, il faut d'abord savoir poser des questions. Et quand on fait une infographie pour la ministre, on va dire pour les hauts niveaux, ça suppose quand même un entonnoir très fort, c'est-à-dire que l'on part de données relativement complexes et puis on arrive à l'infographie. Qui fait ça quels sont les rôles de chacun? Et j'imagine qu'il y a il y a tout un traitement à faire qui est fait par différentes personnes, et comment ça se passe en fait? Je ne sais pas si ça se passe vraiment dans ce sens-là. Alors, jusqu'à présent, les ministres successifs, parce qu'on en change assez fréquemment, faisaient remonter beaucoup plus des analyses. Dans mes 3 catégories de départ, il y avait de la data vise, il y avait de l'analyse et il y avait de la diffusion. C'était beaucoup plus jusqu'à présent des notes d'analyse qui remontaient, notamment fait pour le côté data par le service statistique ministériel. Voilà. Et il y avait assez peu de demandes. Je pense aussi parce qu'on n'était pas prêt côté outils de data vise pour décider de politique. Là, on commence à avoir des choses. Donc, c'était plutôt le secrétariat général qui voulait des choses. Donc, je veux savoir, au début, les premiers tableaux qu'on a fait, ensuite on étend, c'est de dire je veux le budget, je veux les finances, je veux les RH. Parce que ça, on était sûr qu'on avait les données quelque part. Et puis ensuite, on était en métier. Et avec ça apparaissent quelques sujets que maintenant, on va faire remonter en disant il y a quelque chose dont vous pouvez vous saisir en tant qu'objet de politique publique et qu'on sait outiller par la donnée, notamment la notion de territoire. Mais ça ne vient pas d'une commande par le haut, parce que ça demande finalement, ça remonte en fait de discussions à bas bruit, de signaux faibles, d'exemples, qui ensuite à un moment donné produisent des résultats concrets. Mais aucun ministre n'a dit je veux un observatoire des territoires. Oui, parce que ce que je voulais plutôt dire, c'était que comment traite-t-on la simplification, peu importe si c'est par le haut ou par le bas, mais comment sont faits les choix en fait de simplifier, pour simplifier, pour visualiser d'une certaine manière. Quel est ton rôle là-dedans? Alors mon rôle, c'est d'établir un process en disant d'avoir fait le process de la demande au tableau de bord, avec notamment alors il y a un responsable produit, il y a un responsable technique. C'est-à-dire il y a un métier qui est responsable de l'outil, puis un responsable technique qui est responsable de l'automatisation. Et moi, j'ai mis 2 niveaux de blocage à mon niveau, qui est de dire est-ce que le métier veut s'engager à produire les données? Exactement. J'ai copié sur les Privacy Impact Assessment, les études d'impact du RGPD. Soit le métier il est responsable des données qu'il produit, soit sinon c'est pas la peine d'essayer de répondre à une question qu'il n'a pas posée, sur laquelle il n'est pas motivé. Et puis, deuxième point, c'est est-ce qu'on a un flux de données documenté de manière à ce que ça dépasse si les gens passent ou si on change d'outil, qu'on soit capable de porter la même chose. Donc c'est plus un rôle de go, no go à 2 points. Mais y a la question principale, c'est l'automatisation des données. Savoir quelles sont les données dont on a besoin le jour d'après, quelles sont les données dont on a besoin la semaine ou le mois d'après, et quelles sont les données dont on a besoin l'année d'après. Et essayer de dire si c'est des données annuelles, il faut les avoir plutôt le 30 janvier pour l'année 2023 que le 30 décembre. Voilà, mais qu'est-ce qu'on veut faire? Et aujourd'hui, quelque chose qui permet à ce tableau de bord de bien fonctionner, mais aussi à Data Culture,
c'est d'avoir automatisé un certain nombre de versements de données qui auparavant étaient faits de manière manuelle. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Julien. Ah, et Bénédicte, pardon. Julien. Je vais partir de l'autre versant, parce que là, du coup, on était sur le versant interne, comment le ministère exploite ses données, etc. Je reviens sur le portail Open Data. Effectivement, du coup, quand on est soi-même l'usager de ces données, c'est bien de savoir pourquoi on en faire. Le principe de Open Data, finalement, c'est un peu comme les archives quand on fait la sélection. C'est sans savoir les usages secondaires. Mais est-ce que pour autant, au ministère de la Culture, il y a des consignes sur ce qui est une donnée qui serait quand même intéressante à exploiter sur, on parlait tout à l'heure, par exemple, des cartes postales africaines Côte d'Armor, qui ont géolocalisé leur carte postale. Ces données, il faut fournir des liens images avec des localisations. Du coup, forcément, les localisations sont intéressantes à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des conseils en fonction des types de données, là, sur les gestions ou les données plus patrimoniales, des choses comme ça, ou est-ce que c'est quand même très lié à chacun des producteurs et des entités du ministère? Alors, ce qui est intéressant, c'est dans l'absolu, ce serait que même pour les données publiées en open data, ce serait que les producteurs en fait voient un intérêt à les réutiliser eux-mêmes. Parce que là, vous allez voir le jeu de données label d'exposition nationale, il y a la moitié des années et il n'y a pas les 2 dernières, quoi. Donc en fait, ils ont fait un truc qui est ni fait ni à faire. S'ils les utilisaient pour leur pitch, pour leur communication, toutes les données seraient à jour parce qu'en fait, ça c'est le premier point. Et puis après, les données critiques, c'est les données de localisation, d'identification. Parce que c'est les données pivots de croisement avec tout le reste, en fait. La localisation, par exemple, sur le jeu de données le plus téléchargé, c'est les monuments historiques. Jusqu'à l'an dernier, il y en avait 20% qui n'étaient pas géolocalisés sur la carte, parce que le jeu de données était produit par la médiathèque du patrimoine et de la photographie qui faisait ça à la main, en fait. On a dit, écoutez, faisons export Wikidata, on peut vous en remettre tous 500. Ah oui, mais on veut les vérifier. Donc ils ont nourri le jeu et ils ont vérifié. Voilà. En fait, sauf qu'en fait, il faut aller plus loin. On a une base dans laquelle non seulement on a ces fichiers monuments, mais on a même les shapefiles, c'est-à-dire les surfaces, des emprises au sol, et pas uniquement des points. Donc en fait, l'étape d'après, ça va être de dire, on sort tout ça de la base, et oui, il y a un producteur qui va être dépossédé de son jeu de données, mais en fait, ça va être automatisé, le service il va être bien meilleur. Ça, c'est un enjeu aussi, mais c'est un enjeu de négociation des publications. Merci pour la présentation, c'est très clair sur votre intervention à ce niveau. Petite question, comment vous assurez que les données sont propres finalement, qu'on vous communique, voire exhaustives? C'est un souci d'archiviste, c'est une question d'archiviste. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas. Non, mais moi, j'ai pas forcément besoin qu'elle soit propre ou exhaustive. J'ai besoin qu'elles soient suffisamment bonnes, ou alors qu'on ait un avertissement en disant pourquoi elles sont pas bonnes en fait. Donc vous avez des garde-fous en fait, au moment de l'intégration. J'aime bien quand c'est idéal, mais si le choix c'est le jeu de données sur les monuments historiques, là dont j'ai parlé, il manquait 20% de localisation, il est en ligne depuis 10 ans en fait. Donc, il y a 10 ans qu'il y a des utilisateurs qui disent il n'est pas complet, il n'est pas idéal. Oui, mais en fait, ça fait 10 ans quand même qu'il est en ligne et il va monter par étapes. Et un jour, il sera très bon, il sera automatisé, il sera parfait. Mais le sujet n'est pas forcément d'attendre ces 10 ans pour le fournir. Sinon, l'administration, et c'est dans le rapport Botorel de 2020, c'est la grande critique de l'administration, c'est qu'on attend d'avoir des jeux de données parfaits pour les publier. Ça dépend des jeux de données. Et des jeux de données qui sont tellement mauvais ou qui ont tellement besoin de contextualisation que c'est compliqué de les publier en données ouvertes complètes s'ils ne sont pas suffisamment bons. Et c'est peut-être 95% de qualité pour que ce soit bon. Il y en a d'autres où c'est déjà une information qui va dire qu'il n'est pas bon. Par exemple, les données du cinéma, on publie en open data les données de
fréquentation des cinémas, le CNC calcule tous les mois, ils ont le 5 du mois, ils estiment les données de fréquentation du mois précédent, à partir de chiffres du milieu du mois, voilà. Et puis vers le 20-25, ils ont collecté les données précises du mois précédent, donc ils mettent à jour leur jeu de données, et là le chiffre il est définitif arrêté. N'empêche que le 2 ou le 5 de chaque mois, on peut se faire une idée de... Voilà. Le delta il est peut-être d'1%, mais c'est pas très grave, ça permet de voir des tendances. Ça dépend, enfin, la réponse pour le dire autrement serait d'être, est-ce que le jeu de données il est réglementaire, qu'il a besoin d'être, voilà, ou est-ce qu'il est informatif? Merci.